Page arrachée à Primo Levi, une émission de Jan Kolnikov. Aujourd'hui, René de Secati, écrivain et critique littéraire. Alors je vais vous lire le début donc, de deux nouvelles qui sont liées, qui est un travail créatif et dans le parc. Et ces deux nouvelles ont pour personnage principal un écrivain. Oui. Je crois que c'est la première fois ou la seule fois où Primo Levi prend un écrivain comme personnage principal. Oui. Et donc c'est une réflexion, enfin c'est une nouvelle qui est une réflexion sur le rapport qu'un écrivain a avec ses personnages et surtout le rapport que les lecteurs ont avec leur imaginaire et que deviennent des personnages quand la mémoire des lecteurs a tout à fait disparu. Je lis donc le début d'un travail créatif. Antonio Casella, puisqu'il était écrivain, s'assit devant sa table pour écrire. Il médita pendant 10 minutes, il se leva afin d'aller prendre une cigarette, revint s'asseoir et sentit un vent coulis, agaçant, qui venait de la fenêtre. Il s'employa alors à le localiser et à obstruer le courant d'air au moyen de rubans adhésifs, puis il alla à la cuisine pour se faire un café et en le buvant prit conscience du fait qu'il n'écrivait pas parce qu'il n'avait rien à écrire. Sa plume était aussi lourde que du plomb, et la page blanche lui donnait le vertige ainsi qu'un puits sans fond. Elle lui donnait la nausée. Elle était un reproche matérialisé, plus une dérision. Tu n'écris pas. Tu ne m'écris pas parce que tu es vide et blanc comme moi. Tu n'as pas plus d'idées que moi. Tu es un écrivain tari, un ex, un homme fini. Allons, sus à l'ennemi. Je suis ici, docile, disponible, ton esclave. Si tu avais une idée, elle coulerait de toi à moi aussi facilement que de l'eau. Des mots pleins de beauté, importants, justes et dans le bon ordre. Mais tu n'as pas d'idée, et donc pas de mots. Et moi, qui suis la page, je reste blanche, maintenant, et dans les siècles des siècles. Oui, donc à la fin de la nouvelle, il s'aperçoit que les personnages qui sont tous réunis dans ce parc, qui sont donc des personnages imaginaires, perdent leur existence, ils deviennent transparents à partir du moment où ils n'ont plus de lecteurs et ils ne subsistent plus dans la mémoire collective. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le personnage principal, donc qui est un écrivain, se retrouve dans le parc et lui-même perd son existence parce que lui-même, c'était un autobiographe. Il ne parlait que de lui-même dans ses livres. Et donc, une fois, il se retrouve au milieu de personnages de fiction, mais comme lui-même était un personnage de ses propres livres, il s'effrite et il s'est aperçu que plus personne ne se souvient de lui, plus personne ne le lit. C'est bien sûr extraordinaire, cette idée, parce que c'est toute la métaphore de Primo Levi lui-même, c'est-à-dire à partir du moment où on aura oublié les camps de la mort, où on aura oublié tous les témoignages, les témoins seront morts. Où les témoins eux-mêmes seront morts et n'auront plus aucune force de crédibilité, ils n'existeront plus. Je crois que ce serait une erreur de voir dans Primo Levi simplement quelqu'un qui a eu la révélation de l'écriture à cause d'une expérience exceptionnelle, une expérience extrême, qui est le camp de la mort d'Auschwitz. Et je pense que c'est falsifier les choses, parce que Primo Levi avait, je pense, avant d'aller à Auschwitz, une structure d'écrivain. Ce qui est certain, c'est qu'il avait la structure d'un intellectuel rationnel, parce qu'il était chimiste, et qu'il avait déjà une approche de la réalité profondément intériorisée et rationalisée, mais il a, à partir d'Auschwitz, construit son œuvre. Et cette œuvre, bon, comme chacun sait, a d'abord été une œuvre de témoignage, mais une œuvre de témoignage très particulière. Parce que ce qui l'intéressait dans les rapports qu'il a eus avec les autres prisonniers, c'est pas du tout un règlement de compte avec les nazis. C'est ça qui le distingue absolument du reste des témoins d'Auschwitz. Mais c'est un effort de compréhension des rapports humains. C'est-à-dire qu'il a eu la révélation
de ce qui se passait à l'intérieur des camps, et il a eu la révélation d'une humanité. Et cette démarche qui consiste à essayer d'analyser les comportements humains dans des circonstances exceptionnelles, ce n'est pas simplement une démarche de témoin, c'est une démarche d'écrivain. Et cette idée, quand même, a été prouvée par le reste de son œuvre, qui n'est pas uniquement une œuvre de témoignage, qui est également une œuvre fantastique, imaginaire. Il a écrit des nouvelles où on voit que son imaginaire et sa vie intérieure est allé au-delà d'Auschwitz, même si c'est constamment marqué. Moi j'ai toujours été frappé également par son dernier livre, enfin par les naufragés et les rescapés, le fait qu'il ait jusqu'au bout voulu tenter un dialogue avec les Allemands. Ça, je trouve ça complètement extraordinaire parce que ça montre que cette expérience d'Auschwitz ne l'a jamais rendu, ne l'a jamais aveuglé, ne l'a jamais rendu borné. Et qu'il a voulu se servir de cette expérience comme d'un instrument fabuleux pour comprendre l'humanité, en effet, aller au fond des choses, aller au fond des comportements humains. Donc Primo Levi a été plongé dans un univers complètement irrationnel. Il n'a cessé de dire ça, qu'il était plongé dans un chaos dans lequel il essaie de trouver des lois, il essaie de dégager des lois, et il est certain que ses livres avaient cette fonction. Le système périodique, d'ailleurs, c'est très symptomatique qu'il se soit servi quand même de ce qu'il y a de plus ordonné dans la pensée chimique pour comprendre la chose la plus désordonnée, qui est le comportement complètement irrationnel de la guerre. Donc ça, c'est une attitude, je pense, de rationaliste et d'écrivain. Et puis a surgi le fantastique. Et alors, son univers fantastique est bizarre parce que c'est à la fois, si vous voulez, une manière de faire surgir un imaginaire monstrueux, parce qu'il y a des monstres dans ces nouvelles fantastiques, il y a des personnes qui appartiennent à plusieurs espèces, hein, il y a par exemple dans Lilith une nouvelle où il y a une insémination faite par le vent, enfin où les différentes espèces se réunissent. Il y a donc un univers complètement fantastique au sens traditionnel et même antique du terme, et en même temps il y a une forme d'idéalisme, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont des surhommes, entre guillemets, enfin l'expression est un peu malheureuse dans le contexte, mais je veux dire des êtres qui dépassent l'humanité et qui permettent une espèce de prise en charge du poétique, hein, parce que Primo Levi est quelqu'un de profondément poétique. Alors c'est très étrange parce qu'il est très terre à terre, il a une espèce de prosaïsme dans le sujet de ses livres, enfin de ses nouvelles, disons, et en même temps il y a cette force de dépassement qui était également, qui lui a permis de survivre. Moi, je ne perçois jamais l'œuvre fantastique de Primo Levi comme en contradiction avec son œuvre autobiographique. Au contraire, ce sont des instruments nouveaux qu'il se donne pour revenir à lui. C'est comme un espace de liberté de plus pour lui. Oui, c'est certainement une très grande liberté qu'il se donne. Bon, c'est le rêve de tout écrivain, de s'inventer un langage, d'inventer des rapports humains et de se donner une totale liberté. C'est possible, enfin surtout chez lui, hein, où la liberté a été tellement bafouée qu'il fallait absolument la réinventer. Il faut peut-être également expliquer l'œuvre fantastique de Primo Levi par les conditions dans lesquelles il a vécu au retour d'Auschwitz, parce que le problème c'est que Primo Levi n'a jamais été heureux. Il n'a jamais été heureux dans sa famille, dans son métier. Il a eu un métier qui quand même n'était pas très épanouissant, hein. Il travaillait dans une usine de peinture. Je veux dire, c'était pas la chimie. Il n'était pas professeur de chimie à l'université. Il avait quand même un métier qui était tellement loin de ses capacités intellectuelles qu'on peut s'interroger sur sa soif d'échappatoire. Donc je vais choisir un extrait
de Lilith, une nouvelle qui s'appelle Les constructeurs de ponts. Donc c'est l'histoire, une histoire fantastique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est plus une biche qu'une femme, qui s'appelle Danuta, qui vit avec son père, qui s'appelle Brocné. Et elle découvre dans la forêt un tout petit homme qui a construit un pont. Et elle est complètement fascinée. Elle est géante et l'homme est comme un Lilliputien. Donc je lis la fin de la nouvelle. Elle vient de capturer le petit homme. Maintenant qu'elle l'avait capturé, Danuta se rendit compte qu'elle ne savait absolument pas quoi en faire. Elle le souleva de terre en le tenant entre ses doigts. La petite créature criait, se débattait et cherchait à mordre. Danuta, hésitante, riait nerveusement et tentait de le calmer en lui caressant la tête avec le doigt. Elle regarda autour d'elle. Il y avait au milieu du torrent un îlot de petite dimension. Elle se pencha par-dessus la rive et y déposa le petit bonhomme, mais celui-ci, à peine libéré, se jeta dans le courant et s'y serait à coup sûr noyé si Danuta ne s'était hâtée de le repêcher. Elle l'apporta alors à Brocné. Mais Brocné, lui non plus, ne savait qu'en faire. Il grommela qu'il avait vraiment une fille incroyable. La bestiole mordait, piquait et n'était pas bonne à manger. Danuta n'avait qu'à la laisser partir, c'était la seule chose à faire. D'ailleurs, la nuit tombée, il était temps d'aller dormir. Mais Danuta ne voulut rien entendre. C'était elle qui l'avait pris, il était à elle, il était intelligent et joli, elle voulait le garder avec elle pour jouer, et puis elle était sûre qu'il allait se laisser domestiquer. Elle fit un essai avec une touffe d'herbe, mais il tourna la tête de l'autre côté. Brocné ricana que de toute façon, il n'avait rien de domestique et que la captivité le ferait mourir. Et il s'étendit sur le sol, déjà à moitié endormi. Mais Danuta lui mena un tapage de tous les diables et fit tant et si bien qu'ils passèrent la nuit, le petit bonhomme à la main, se relayant de temps à autre pour pouvoir dormir. Vers l'aube, toutefois, le petit bonhomme s'était endormi lui aussi. Danuta en profita pour l'observer avec calme et de près, et elle le trouva plus charmant que jamais. Il avait un visage, des mains et des pieds minuscules, mais bien dessinés, et ne semblait pas être un enfant, car il avait une petite tête et un corps mince. Danuta mourait d'envie de le serrer sur sa poitrine. À peine éveillé, il tenta de s'échapper, mais au bout de quelques jours, il commença à devenir plus lent et paresseux. « Pardi, dit Brocné, il ne veut rien manger. » Et en effet, le petit bonhomme refusait tout, l'herbe, les feuilles tendres, et jusqu'au gland et au frêne. Mais apparemment, ce n'était pas par sauvagerie, car il buvait au contraire avec avidité dans le creux de la main de Danuta, qui riait et pleurait de tendresse. Bref, en quelques jours, l'on vit que Brocné avait raison. C'était un de ces animaux qui refusent la nourriture quand ils se sentent prisonniers. D'autre part, il n'était pas possible de continuer de la sorte, à le tenir en main jour et nuit, un peu l'un, un peu l'autre. Brocné avait essayé de lui fabriquer une cage, Danuta n'ayant pas accepté de le mettre dans la grotte. Elle voulait l'avoir sous les yeux et craignait que dans le noir, il ne tombât malade. Il avait fait une tentative, mais sans résultat. Il avait arraché des frênes, grands et bien droits, les avait replantés en rond dans le sol, avait déposé le petit bonhomme au milieu et attaché les feuillages avec des joncs. Mais comme ses doigts étaient épais et malhabiles, il en était sorti du mauvais travail. Le petit bonhomme, quoique affaibli par la faim, avait grimpé en un éclair en haut d'un des troncs, s'était frayé un passage et avait sauté dehors. Brocné dit qu'il était temps de le laisser aller où il voulait. Danuta éclata en sanglots et pleura tant que ses larmes ramollirent le terrain à ses pieds. Le petit bonhomme regarda en l'air comme s'il avait compris, puis il partit en courant et disparut entre les arbres. Brocné dit « C'est mieux comme ça. Tu l'aurais aimé, mais il était trop petit, et d'une manière ou d'une autre, ton amour l'aurait tué. Un mois s'écoula et déjà le feuillage des hêtres se teintait de pourpre, tandis que la nuit, le torrent mettait sur les pierres une mince pellicule de glace. Une fois encore, Danuta s'éveilla dans l'angoisse, alertée par l'odeur de l'incendie. Et aussitôt elle secoua Brocné pour le tirer de son sommeil, car cette fois il y avait le feu. Le clair de lune laissait apparaître tout autour d'innombrables colonnes de fumée qui montaient vers le ciel, droites dans l'air immobile et glacé. Oui, comme les barreaux d'une cage. Mais cette fois-ci, c'était eux qui étaient dedans. Tout le long de la crête des montagnes, des deux côtés de la vallée, des feux brûlaient, tandis que d'autres, tout proches ceux-là, clignotaient entre les troncs.
Brocquenay se mit sur ses pieds en tonnant. On les voyait donc à l'œuvre, les constructeurs de ponts, les petits et les industrieux. Il saisit Danuta par le poignet et l'entraîna à l'extrémité de la vallée, où les feux semblaient plus rares. Mais ils durent bientôt rebrousser chemin, toussant et larmoyant, l'air était empesté, on ne pouvait pas passer. Entre-temps, la clairière s'était peuplée d'animaux de toute espèce, haletants et terrorisés. L'anneau de feu et de fumée gagnait du terrain. Danuta et Brocquenay s'assirent par terre et attendirent. C'est l'histoire de deux catégories humaines différentes et dont les uns sont des tortionnaires mais tortionnaires amoureux et les autres des victimes. Donc c'est une nouvelle qui peut se prêter à toutes sortes d'interprétations parce qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses le fait que l'auteur a été dans un camp en lisant cette nouvelle et puisqu'il est en train de décrire le sentiment d'un captif qui est en même temps un objet d'amour. C'est une nouvelle, moi, que je trouve extraordinairement émouvante parce que le monstre, c'est Danuta, celle qui aime et qui n'arrive pas à aimer celle qu'elle rend prisonnier. Donc c'est une nouvelle extrêmement belle et je me rappelle, il cite en exergue une histoire de Isaac de Nessen, c'est-à-dire de Karen Blixen. Et j'en avais parlé à Jean Samuel et Jean Samuel m'a dit mais non, en réalité c'est une histoire juive extrêmement connue. L'histoire non pas de Danuta, mais d'une géante qui a pris un nain prisonnier, un petit Lilliputien prisonnier. C'est donc une légende extrêmement connue. Sauf que là encore, les choses sont inversées. C'est que les monstres, en quelque sorte, Danuta et son père, sont les doux, sont les amoureux de la nature qui libèrent le petit homme. Et c'est eux, à la fin, les petits hommes besogneux, comme ils sont décrits, qui détruisent la forêt en construisant ce pont. Donc, en fait, les rôles s'inversent. Oui, vous avez complètement raison. Et ça, c'est tout Primo Levi, là, dans le fait qu'on croit que les monstres sont d'un côté, qu'en réalité, ils peuvent être de l'autre. Oui. Trois mois environ après son entrée, Antonio remarqua un fait surprenant. Quand il levait par hasard ses mains devant le soleil, ou même devant une lampe assez forte, la lumière les traversait comme si elles avaient été en cire. Peu de temps après, il observa qu'il se réveillait le matin plus tôt qu'à son habitude, et il s'aperçut que cela se produisait parce que ses paupières aussi étaient plus transparentes. Et elles devinrent même, en quelques jours, tellement transparentes qu'Antonio distinguait le contour des objets, les yeux fermés. Pour commencer, il n'accorda pas d'importance à la chose, mais vers la fin de mai, il remarqua que sa boîte crânienne, tout entière, devenait diaphane. C'était une sensation bizarre et inquiétante, comme si son champ visuel s'agrandissait, pas seulement latéralement, mais aussi en haut, en bas et en arrière. Il percevait maintenant la lumière de quelque direction qu'elle vint, et il fut bientôt capable de distinguer ce qui se passait dans son dos. Quant à la mi-juin, il s'aperçut qu'il voyait la chaise sur laquelle il était assis et l'herbe sous ses pieds. Antonio comprit que son temps était venu, son souvenir éteint et son témoignage accompli. Il éprouvait de la tristesse, mais pas de peur ni d'angoisse. Il prit congé de James et de ses nouveaux amis et s'assit sous un chêne en attendant que sa chair et son esprit se métamorphosent en vent et en lumière. Page arrachée à Primo Levi, une émission de Diane Kolnikov.
Aujourd'hui, René de Secati. Mixage Noélie Louis-Marie, Éric Boisset, réalisation Jacques Taroni. Si c'est un homme, de Primo Levi. Au signal de la cloche, on a entendu la rumeur du camp qui s'éveille dans l'obscurité. D'un seul coup, l'eau jaillit des conduites, bouillante. 5 minutes de béatitude. Mais aussitôt après, 4 hommes font irruption, et tout trempés et fumants, nous poussent à grand renfort de coups et de hurlements dans la pièce glacée qui se trouve à côté. Là, d'autres individus vociférants nous jettent à la volée des nippes indéfinissables et nous flanquent entre les mains une paire de godillots à semelles de bois. En moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre, nous nous retrouvons dehors dans la neige bleue et glacée de l'aube, trousseau en main, obligés de courir nus et déchaussés jusqu'à une autre baraque à 100 mètres de là. Et là, enfin, on nous permet de nous habiller. Cette opération terminée, chacun est resté dans son coin, sans oser lever les yeux sur les autres. Il n'y a pas de miroir, mais notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides, 100 pantins misérables et sordides. Nous voici transformés en ces mêmes fantômes entrevus hier au soir. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît. Nous avons touché le fond. Il est impossible d'aller plus bas. Il n'existe pas. Il n'est pas possible de concevoir conditions humaines plus misérables que la nôtre. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas. Et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Nous savons, en disant cela, que nous serons difficilement compris, et il est bon qu'il en soit ainsi. Mais que chacun considère en soi-même toute la valeur, toute la signification qui s'attache à la plus anodine de nos habitudes quotidiennes, aux 1000 petites choses qui nous appartiennent, et que même le plus humble des mendiants possède. Un mouchoir, une vieille lettre, la photographie d'un être cher. Ces choses-là font partie de nous, presque autant que les membres de notre corps, et il n'est pas concevable en ce monde d'en être privé qu'aussitôt nous nous trouvions à les remplacer par d'autres objets, d'autres parties de nous-mêmes qui veillent sur nos souvenirs et les font revivre. Qu'on imagine maintenant un homme privé, non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout, enfin, littéralement de tout ce qu'il possède. Ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité, car il n'est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est, tout au plus, le critère d'utilité. On comprendra alors le double sens du terme « camp d'extermination » et ce que nous entendons par l'expression « toucher le fond ». Gwenaëlle Aubry lisait un extrait de Si c'est un homme de Primo Levi.